Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons laisser quelques minutes pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour se connecter et nous allons pouvoir démarrer rapidement. Merci à toutes les personnes qui sont déjà connectées. Nous allons laisser encore quelques instants à toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre encore et nous allons démarrer dans quelques instants. Bonjour à tous. Donc, il nous semble qu'un certain nombre de participants nous est déjà rejoint, donc on va pouvoir démarrer. Et puis, les personnes qui nous rejoindront ensuite pourront nous rattraper. Donc, bienvenue à tous et à toutes à notre webinaire consacré au label BBC Finergie Rénovation 2024. Ce webinaire est organisé par Prestataire Certification avec la participation du collectif Effinergie. Je suis Caroline Myrtin, directrice marketing de Prestataire, et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui si nombreux. Donc aujourd'hui, nous aurons le privilège d'entendre les perspectives de 4 experts du domaine qui vont pouvoir nous apporter de plus amples informations. Alors tout d'abord, je vais vous parler du programme de ce webinaire. Il va durer environ 1 heure. La première demi-heure sera consacrée à la présentation du label en lui-même et la deuxième demi-heure sera consacrée aux réponses à vos questions. Nous aborderons les thèmes suivants. Tout d'abord, nous parlerons de prestataire certification. Nous aborderons également des repères tels que les certificateurs, AMO, MAR, label, certification, toutes les questions que vous pourrez avoir au sujet de ces éléments clés. Ensuite, nous parlerons des Finergie et du label BBC Finergie Rénovation 2024. Nous vous communiquerons ensuite les clés pour réussir votre projet de certification. Et enfin, nous vous expliquerons un petit peu de quelle manière Prestataire peut vous accompagner. Quelques informations au préalable concernant ce webinaire. Tout d'abord, il est enregistré. Un replay vous sera envoyé à l'issue de la présentation que vous pourrez revisualiser. Vous pouvez poser l'intégralité de vos questions dans le chat en utilisant le bouton conversation. Alors, vous avez également pour certains d'entre vous un bouton Q et A. Nous vous invitons à utiliser le bouton conversation qui permettra de centraliser l'intégralité de vos questions. Donc, le temps de réponse prévu à l'issue de cette présentation permettra de répondre à ces éléments. Et pour toutes les questions spécifiques à vos projets, nous mettrons à votre disposition un canal de communication dédié, un petit formulaire qui vous permettra de poser vos questions et nous reviendrons vers vous dans un second temps. Donc, ce lien vous sera mis à disposition dans le chat à plusieurs reprises, ce qui vous permettra de pouvoir envoyer les éléments pour toutes les questions personnelles. Pour toutes les autres, vous pouvez évidemment les poser dans le cadre dans le chat directement. Maintenant, nous allons parler des intervenants. Nous avons 4 intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Angélique Sage, qui est responsable technique du collectif Effinergie. Anne Huguet, qui est présidente et directrice qualité de Prestataire Certification. Damien Saillant,
responsable technique pour Prestataire, et Hugo Zamboran, qui est responsable du développement commercial de Prestataire. Et je passe désormais la parole à Anne Huguet, qui va pouvoir nous présenter Prestataire. Merci Caroline et bonjour à tous. Alors, quelques mots pour vous présenter Prestataire Certification. Donc, Prestataire est né en 2008, il y a maintenant plus de 15 ans, et a été créé par l'Espace Info Énergie de la Haute-Savoie, une ONG environnementale. De cette origine, nous gardons l'ambition à la fois de massifier les bâtiments performants pour participer à la transition écologique et également de proposer des référentiels qui soient pragmatiques et accessibles à tout type de maître d'ouvrage. Notre métier, eh bien, c'est de certifier la performance énergétique, environnementale et sociétale des bâtiments, ce que nous appelons aussi la performance globale des bâtiments. Pour ça, nous sommes accrédités par le COFRAC, le Comité français d'accréditation, et nous sommes également en convention avec l'État et les associations partenaires, que sont Efinergie et BBCA. Alors, ça nous permet à la fois de certifier leur label, mais ça nous permet aussi que nos certificats soient éligibles aux aides des pouvoirs publics dans tous les territoires. Alors, nous avons choisi d'introduire ce webinaire avant de rentrer dans le vif du sujet sur deux repères qui correspondent à des questions qu'on nous pose fréquemment. Alors, la première question qui est: quelle est la différence entre un certificateur, un AMO et le dispositif MAR, mon accompagnateur Rénov'? Et vous voyez s'afficher un tableau qui va nous permettre de comparer ces différents acteurs. En termes de mission, le certificateur a interdiction de conseil, d'aide à la décision ou d'accompagnement technique, ce qui est normal puisqu'il ne peut pas être jugé partie, puisque son rôle, c'est de contrôler la conformité de l'atteinte d'exigences d'un référentiel. Par ailleurs, en tant que certificateur, nous sommes tenus à l'impartialité et à l'indépendance pour délivrer nos certificats, ce qui d'ailleurs en fait leur crédibilité. Pour ce qui concerne les assistants à maître d'ouvrage, eh bien, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que leur rôle, c'est vraiment de conseiller, d'aider à la décision et d'accompagner techniquement le client, qui d'ailleurs utilise l'assistant à maître d'ouvrage pour préparer ses dossiers de certification en général. Et l'AMO, donc, ne peut pas contrôler la conformité et délivrer un certificat. Je ne préjugerai pas de son impartialité, de son indépendance. Pour ce qui concerne le dispositif Mon accompagnateur Rénov', alors là, il s'agit d'un dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour accompagner les particuliers à la rénovation de leur logement. Donc, c'est quand même très différent de ce que l'on peut faire, de ce que fait un AMO, puisque un accompagnateur Rénov' est là pour conseiller, aider à la décision, voire aussi aider à monter les dossiers financiers des particuliers pour être éligible aux aides. Et donc, il ne peut pas délivrer de certificat. Pour ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité, par expérience ayant travaillé longtemps pour un espace Info Énergie, qui sont un des acteurs du dispositif MAR, je peux vous dire qu'ils travaillent en toute impartialité et indépendance. Deuxième repère qui correspond aussi à des questions que l'on peut nous poser, et dans le monde de la certification, il y a tout un jargon qui peut des fois prêter à confusion. Donc, c'est: quelle est la différence entre un label et une certification? Eh bien, je vais illustrer ça par la chaîne de certification finalement pour que vous puissiez comprendre les différences de vocabulaire. Tout démarre donc d'un référentiel de certification qui est un document technique qui définit, alors c'est une sorte de cahier des charges finalement, qui définit les caractéristiques techniques, ce qu'on appelle chez nous les exigences, que doit atteindre un ouvrage et les moyens de contrôler l'atteinte de ces exigences par le biais de pièces justificatives, ce qu'on appelle chez nous les pièces justificatives, qui apparaît dans nos référentiels. Alors, par exemple, pour illustrer visuellement le référentiel BE Logement Rénovation. Le certificateur, à partir du moment où le maître d'ouvrage a choisi son référentiel et les exigences du référentiel, eh bien, il va, à travers différentes étapes, valider et vérifier l'atteinte des exigences. Ce qu'il faut noter, c'est que chaque certificateur a son process de certification. Il peut y avoir des différences entre les différents certificateurs quant au process de certification. À l'issue de ce processus de certification, eh bien, les exigences sont validées et le certificateur va délivrer un certificat de conformité. Et ce certificat est délivré sous la marque du certificateur. On peut également dire sous le label du certificateur. Par exemple, ce qui s'affiche sur votre écran, eh bien, Prestataire certifie sous la marque BE, Bâtiment Énergie Environnement, qui peut être associé à la marque, à une des marques Efinergie, par exemple BBC Efinergie Rénovation, quand le maître d'ouvrage a choisi une mention Efinergie
associé à notre référentiel BE. Je ne vais pas faire plus long sur ce point. S'il y a des questions, vous aurez le temps tout à l'heure pour les questions et je vais passer la parole à Angélique qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, je vais rentrer dans le vif du sujet de la rénovation BBC. Mais avant ça, je me permets un petit laïus sur Effinergie tout de même, que j'espère tous connaissent déjà, mais je rappelle quelques éléments. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général. On a à notre actif la valorisation d'un certain nombre de labels dans la construction et dans la rénovation. On compte aujourd'hui plus d'1 million de logements qui sont passés par un label F Énergie et près de 17 millions de mètres carrés de bâtiments non résidentiels qui sont aussi engagés dans des labels aussi bien dans la construction que dans la rénovation. On travaille également sur un certain nombre de projets techniques qui sont en lien bien évidemment avec nos sujets. On fait, ce qu'on appelle aussi du lobbying d'intérêt général et on a, en complément de notre site internet où vous retrouvez l'ensemble de nos règles techniques pour les labels, on a aussi un site qui s'appelle l'Observatoire BBC qui nous permet, de recenser, de faire un retour d'expérience, de recenser un certain nombre de projets, de quantifier les projets qui passent par de la labellisation, mais aussi de faire des retours d'expérience un peu plus précis sur certains projets dans le neuf et dans la rénovation. Encore une fois, l'observatoire nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'études qui découlent de ces projets-là et qui pourraient vous intéresser et répondre, à mon avis, à pas mal de questions. Maintenant, parlons de la rénovation plus spécifiquement. Un petit historique peut-être. Le label BBC Effinergie Rénovation date de 2009 avec un arrêté, celui du 29 septembre 2009, sur lequel s'appuient les premières règles pour le label. Donc on avait déjà à l'époque ce fonctionnement où les règles de l'arrêté et les règles complémentaires Effinergie étaient associées pour définir un projet BBC Effinergie Rénovation. En 2015, on a la stratégie nationale bas carbone qui identifie un objectif BBC en moyenne sur le parc de bâtiments au niveau national et à l'horizon 2050. Dans ce cadre-là, il est donc important d'avoir en visibilité la définition d'un bâtiment basse consommation, aussi bien dans la construction que dans la rénovation. Fort de notre retour d'expérience et puisqu'on on cherche à faire évoluer aussi au regard des projets nos référentiels, on s'aperçoit que plus de 10 ans après la sortie du label, il n'y avait pas eu d'évolution sur l'arrêté directement. Donc on décide au niveau de l'association de revoir nos règles, de voir les évolutions qu'on peut implémenter sur ces règles-là, puisque la construction, le bâtiment, la rénovation évolue. Donc on a des nouvelles règles techniques, une évolution de nos règles plutôt, qui sort en 2021. Et ce travail nous a, je pense, aussi aidés pour, échanger ensuite avec, la DHUP et voir avec eux à remodeler l'arrêté, à le modifier pour que, sorte en octobre 2023 l'arrêté du 3 octobre qui redéfinit le BBC en rénovation. Et sur cet arrêté, pour trouver la même façon de fonctionner qu'on avait auparavant, pardon, on a des règles techniques et Finergie qui sont sorties en novembre dernier et qui s'adossent à l'arrêté en question. L'application, c'est au 1er janvier 2024. On va revenir justement sur ce sujet d'application avec des dates très clairement identifiées. Donc sur l'application du label, alors de mon côté, j'ai pas de passage de diapo, mais normalement juste après, j'espère que vous la voyez déjà, on a une slide sur l'application du label. Merci. En fonction des dates, pour que ce soit très clair pour tout le monde. Pour toutes les demandes de label, de certification qui apparaissent avant le 31 décembre 2023, on est sur l'arrêté de 2009 et les règles techniques Effinergie éditées en 2021. Pour toute demande de certification à partir du 1er janvier 2024, on est cette fois sur l'arrêté d'octobre 2023 et les règles techniques Effinergie qui y sont adossées, donc qui datent du 15 novembre 2023. Et c'est sur celle-là qu'on va revenir un peu plus en détail pour préciser les éléments qu'elles contiennent. Déjà, l'arrêté et donc nos règles techniques sont pour les bâtiments donc à rénover, mais aussi bien en résidentiel qu'en non résidentiel. Les deux, résidentiels et non résidentiels, sont concernés par l'arrêté et nos règles techniques. Là où il y a beaucoup de modifications, ça reste quand même sur le résidentiel. Le label BBC Effinergie Rénovation
Il y a, comme je vous le disais, l'arrêté d'octobre et les critères Effinergie. On a en résidentiel, là où ça a beaucoup évolué, on avait déjà 2 niveaux avant. On avait le niveau BBC et le niveau HPE, haute performance énergétique, que, à mon avis, beaucoup connaissent également. On a toujours 2 niveaux, mais qui sont différents à présent. Dans l'arrêté d'octobre 2023, les 2 niveaux définis sont le BBC global, rénovation globale du bâtiment, et le BBC par étape, où on va venir réaliser la première étape de travaux, mais en ayant en tête déjà l'ensemble des étapes que l'on va réaliser pour atteindre le niveau BBC. Je vais l'expliciter un petit peu après. Et puis, on a forcément des exigences complémentaires sur le sujet, notamment énergie, qui sont dans les règles techniques de Effinergie. Alors, pour l'explicitation sur le BBC par étape, on peut y aller, merci. Le BBC par étape, c'est l'idée de quand même avoir la vision globale du projet, mais d'avoir la possibilité de planifier les interventions sur le bâtiment en 2 voire 3 étapes. Donc on a toujours l'objectif BBC, in fine, à la fin des 2 ou 3 étapes, mais on va réaliser uniquement la première étape de travaux. Et cette première étape, elle se doit d'être quand même conséquente pour éviter toute problématique de perte de gisements techniques, économiques sur le projet en question. Donc dans cette première étape, on va retrouver la ventilation, le post-ventilation qui doit être traité, et 2 post-travaux sur l'enveloppe qui doivent également être traités. En complément, puisqu'on réalise ces travaux par étapes, on a la notion de gestion des interfaces qui apparaît et qui est mise en exergue parce qu'elle va devenir extrêmement importante pour être sûr qu'on n'ait pas de problématiques techniques in fine et que tout se passe bien, notamment lorsqu'on réalise les travaux par étapes. Nous allons aller dans le détail. Déjà, pour le résidentiel. Dans le résidentiel, que nous dit l'arrêté? L'arrêté nous dit: nous devons utiliser pour le label la méthode 3CL DPE 2021, qui est la nouvelle méthode DPE, celle qu'on appelle plus communément nouvelle méthode DPE. L'arrêté nous dit également qu'il y a interdiction de conservation ou d'installation de certains systèmes de chauffage. On a également l'anticipation du décret régulation qui est acté directement dans l'arrêté, quel que soit le niveau, là, qu'on soit en BBC global ou BBC par étape, et la ventilation générale et permanente qui est également identifiée. Ensuite, l'arrêté va avoir des exigences pour le BBC global et pour le BBC par étape. Lorsqu'on est sur de la rénovation globale, toujours en résidentiel, on va demander d'avoir l'étiquette A ou B du DPE, puisqu'on utilise la méthode DPE. On va demander aussi d'étudier 7 postes de travaux et le traitement des interfaces associées. Donc cette idée d'avoir une vision globale et d'essayer de trouver toutes les solutions possibles pour le projet en question. On va également traiter plus particulièrement l'enveloppe, regarder plus particulièrement cette enveloppe avec un indicateur de performance de l'enveloppe qui est le UBAT, qui doit être inférieur à une valeur de référence pour le bâtiment. Et dans cette notion d'enveloppe, on va aussi regarder la perméabilité à l'air avec une mesure qui est exigée, mais également un seuil en Q4 à atteindre, à ne pas dépasser en l'occurrence. On demande aussi l'isolation des réseaux de distribution, d'eau chaude, sanitaire, de chauffage et de froid. L'isolation de classe 4 de ces réseaux va correspondre à l'exigence de l'arrêté. Et on a une notion liée à aux protections solaires extérieures et au niveau de facteur solaire à respecter. Niveau de facteur solaire qui renvoie aux exigences qu'il y a dans la construction aujourd'hui. Lorsqu'on est sur de la rénovation par étape, là, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça, c'est toujours les exigences qu'il y a dans l'arrêté. On va être sur des travaux à planifier sur 3 étapes au maximum, mais toujours vision globale, c'est-à-dire que même si on va faire que la première étape de travaux, la deuxième, voire la troisième étape sont déjà établies avec des travaux qui sont déjà cadrés. On va demander d'atteindre l'étiquette C du DPE, parce qu'on est toujours sur cette méthode de calcul. On a aussi la notion d'avoir un test de perméabilité à l'air, il est obligatoire. Par contre, on n'a pas le seuil lorsqu'on est uniquement sur la première étape. Et pour les postes de travaux, puisque je vous ai dit qu'il y avait 2 postes de travaux sur l'enveloppe à réaliser pour la première étape, là, on a des exigences de moyens. Donc en fonction des postes choisis, pour cette première étape de travaux, il faut en choisir 2 et on a les exigences de moyens associées.
En complément, Efinergie adosse à l'arrêté des exigences complémentaires. On vous demande de prendre en compte les ponts thermiques, notamment les ponts thermiques structurels sur lesquels on fait un focus pour qu'ils soient bien intégrés dans les calculs. Il y a cette notion des interfaces et donc du coup pour bien les gérer, on demande à ce qu'il y ait un plan de gestion des interfaces qui soit établi, pour qu'ils soient bien identifiés et qu'on ait déjà la planification de leur traitement. Sur la ventilation, comme on l'avait déjà auparavant, on demande des contrôles et mesures sur les systèmes de ventilation. Donc on a un protocole, on a le protocole réglementaire qui existe dans le neuf, qu'on peut utiliser, et on établit des documents complémentaires et Finergie pour que ça puisse s'appliquer à la rénovation. On a le sujet du commissionnement aussi, où là, l'idée est de s'assurer de la bonne mise en service des équipements qui concourent à l'efficacité énergétique. On a aussi des éléments plus pédagogiques sur la biodiversité et sur l'écomobilité qui apparaissent dans nos règles techniques. Et enfin, toujours la possibilité de valoriser le projet via l'Observatoire BBC et nos fiches de retour d'expérience. Voilà pour le résidentiel. Sur les bâtiments non résidentiels, on va déjà parler de ce qu'il y a dans l'arrêté. Dans les exigences de l'arrêté, là, sur le bâtiment non résidentiel, on est toujours, je vous ai dit, il n'y a pas eu de changement. Donc, on est toujours sur la méthode de calcul THCEX pour le non résidentiel et donc c'est la méthode de calcul de l'ART globale et sur des exigences concernant la consommation en énergie primaire et la température intérieure conventionnelle. Pour la température intérieure conventionnelle, elle doit être inférieure à une valeur de référence. Pour la consommation, elle doit être inférieure à la consommation de référence diminuée de 40%. Ça, c'est déjà des éléments que l'on avait jusqu'à présent dans l'application du label. Efinergie met des éléments complémentaires, qui sont en fait les éléments que l'on avait pour la majorité déjà sur nos règles 2021. En complément, on a tout de même la prise en compte des ponts thermiques, en lien, en parallèle avec ce qu'on a sur le résidentiel. On a les notions liées à la performance de l'enveloppe, avec le UBAT inférieur au UBAT base et la mesure d'étanchéité à l'air du bâti avec un seuil à atteindre. Donc ça, on les avait également déjà dans nos règles. On prend en compte le carbone sur la valeur en exploitation des émissions de gaz à effet de serre, avec une valeur seuil également qu'on a déjà depuis 2021. En complément de ça, on a aussi des contrôles et mesures sur les systèmes de ventilation, avec l'utilisation d'un protocole premier vente tertiaire qui est issu d'un appel à projet de recherche auquel on a participé et une exigence de classe A pour les réseaux de ventilation, sachant qu'on est, pour le neuf, on va passer sur de la classe B, donc c'est des exigences tout à fait atteignables. En complément, on a aussi un certain nombre d'exigences qui sont en lien avec les évolutions aussi que l'on voit apparaître dans ces bâtiments non résidentiels, notamment l'anticipation du décret régulation et du décret BAX en fonction de la taille du bâtiment ou plutôt de la taille de son équipement de chauffage. L'idée, c'est de pouvoir gérer les équipements convenablement. On a aussi le sujet du commissionnement comme en résidentiel pour s'assurer de la même façon de la bonne mise en service des équipements. Nous allons retrouver également des sujets qui sont plutôt de la pédagogie sur la biodiversité et l'écomobilité, comme on l'a en résidentiel, et comme en résidentiel aussi la possibilité de valoriser vos projets sur l'Observatoire BBC ou via une plaque signalétique. Je ne l'ai pas dit pour le résidentiel, mais on a aussi un format de plaque que l'on peut mettre sur les bâtiments, que vous pouvez mettre sur les bâtiments si vous le souhaitez. Voilà, après ces explications, je vais laisser la parole à Damien. Bonjour à tous et merci Angélique pour ton excellente présentation. Quant à moi, je vais vous présenter en 2 slides comment réussir votre certification. La première slide sera dédiée aux facteurs clés du succès et la seconde slide aux points de vigilance. Voilà. Le point clé de la réussite, et sûrement le plus important pour moi, c'est l'établissement d'un état de l'existant exhaustif et documenté sur votre bâtiment. Il peut très bien s'agir d'un audit énergétique ou bien d'un diagnostic énergétique. Cet état devra lister tous les éléments constitutifs de l'enveloppe thermique et les équipements de génie climatique. Ainsi, à partir de cet état, vous pourrez proposer des travaux. Et ces travaux peuvent être la conservation, le remplacement ou bien le renforcement d'un élément. Par exemple, la mise en œuvre d'isolation répartie avec la conservation d'une isolation intérieure. Ces propositions vont vous permettre de créer un ou plusieurs scénarios de travaux cohérents à réaliser ou à programmer dans le temps.
Si tout est étudié de façon exhaustive à cette étape, un scénario de travaux va se détacher de tous les autres et va vous permettre de répondre aux exigences du label BBC Effinergie 2024 et évitera aussi toute destruction d'économie d'énergie ultérieure. Le second point, il découle directement de l'état de l'existant. Il s'agit de réaliser un calcul selon la méthode 3CL-DPE aussi complet que possible. Il va vous permettre de valider les différentes solutions envisagées et surtout de situer votre projet dans l'atteinte ou non de l'étiquette A, B ou C. Le troisième point concerne les émissions de gaz à effet de serre en exploitation. Que ce soit en tertiaire ou en logement, les bâtiments ne doivent pas émettre plus de respectivement 10 et 11 kg de CO2 par mètre carré. Cela signifie qu'une attention particulière doit être apportée lors de la modélisation thermique si on conserve une énergie carbonée, telle que le gaz, et lors du choix des énergies pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Bien sûr, le choix va s'orienter naturellement vers l'énergie électrique, le bois ou les réseaux de chaleur qui peuvent être peu carbonés. Toutefois, attention, certains réseaux de chaleur, comme par exemple le CPCU, est un réseau peu vertueux. L'énergie bois va aussi peut-être pénaliser vos consommations énergétiques. Mais selon les travaux envisagés, vous pouvez très bien mixer à la fois l'énergie électrique, avec le recours à l'effet Joule pour le chauffage, et une pompe à chaleur collective ou des ballons thermodynamiques individuels pour l'eau chaude sanitaire. Enfin, le dernier point traite de l'intégration dans les pièces écrites et dans le plan de financement de certains éléments. J'ai listé principalement 3. Les tests de perméabilité à l'air du bâti et des réseaux aéroliques, ainsi que les mesures de système de ventilation. Deuxièmement, le commissionnement des installations techniques. Et enfin, l'équilibrage dynamique des réseaux de chauffage en cas de production d'ECS collective. Maintenant, passons au point de vigilance. Les points de vigilance, ils sont au nombre de 4 pour ma part. Ce sont les points les plus récurrents sur nos projets. Le premier porte sur le réseau aérolique et plus particulièrement sur la réalisation des tests de perméabilité à l'air. Ces tests sont une obligation, y compris lorsque le réseau est existant et non concerné par les travaux. Bien sûr, ils doivent être réalisés par un mesureur qualifié 8721. Le second porte sur la mise en œuvre ou la conservation d'un système de ventilation conforme à certains articles de l'arrêté du 24 mars 1982. Ce système devra faire l'objet d'une série de mesures et de contrôles par une personne tierce indépendante du chantier. En aucun cas, l'entreprise ayant effectué les travaux ne devra faire ces contrôles et ces mesures. Les 2 points suivants, donc, c'est une reprise de ce qu'Angélique a pu vous dire, mais qui sont très importants et vraiment à intégrer comme point de vigilance. Le troisième point, donc, c'est le point relatif à la perméabilité à l'air du bâti. Donc, on demande une perméabilité à l'air inférieure à 1,2 pour les logements et 1,5 pour les bureaux et les bâtiments d'enseignement. Les autres typologies n'ont pas de seuil à respecter. Et le dernier point, c'est l'application par anticipation pour les bâtiments soumis au décret BAX. Maintenant, je passe la main à Hugo, notre responsable développement commercial. Merci Damien pour les explications techniques. Comme le disait Anne au tout début de ce webinaire, depuis plusieurs années, le processus de qualité de prestataire certification accrédité par le COFRAC nous permet donc de certifier les projets en BBC et Effinergie Rénovation en les adossant à nos 2 référentiels labels multicritères, qu'ils soient BE Logement Rénovation ou BE Tertiaire Rénovation. Alors, nous parlons de certification, mais quels sont les bénéfices à certifier les projets? Le premier bénéfice va être la réduction de la facture énergétique des occupants. Ensuite, nous allons avoir la limitation de l'empreinte carbone du bâtiment. Une anticipation de la réglementation future avec le zéro carbone à 2050. Un bâtiment plus qualitatif offre donc une meilleure qualité d'usage sur le confort, la santé. Un bâtiment plus qualitatif vieillit mieux dans le temps et de ce fait permet d'avoir une maintenance plus facile et moins coûteuse. Et pour finir, cela permet d'avoir une valeur patrimoniale améliorée. Que vous soyez promoteur, bailleur, aménageur, une collectivité, un délégataire Lapierre ou tout autre acteur du bâtiment, nous pouvons vous accompagner sur des rendez-vous individuels ou former vos équipes, que ce soit sur les certifications des labels EFI Énergie ou des labels bâtiment énergie environnement, logement neuf, logement rénovation, tertiaire neuf, tertiaire rénovation. En attendant, vous avez la possibilité de télécharger les référentiels et générer un devis sur notre site prestataire.eu. Merci à tous.
Je remercie infiniment les participants pour ces présentations qui ont été très claires. Je vous invite maintenant à poser toutes vos questions dans le chat. Donc, il me semble qu'il y a déjà un certain nombre de questions, donc on va pouvoir commencer à les aborder. Pour ceux qui le souhaitent, nous allons également vous mettre à disposition un lien immédiatement, en fait, qui va vous permettre de pouvoir poser vos questions plus individuelles si vous en avez besoin. Donc, je le mets immédiatement dans le chat, mais vous pouvez l'utiliser pour nous envoyer vos questions spécifiques sur des projets spécifiques. Alors, donc les premières questions que nous avons. À quel moment intervient la demande de certification dans la genèse d'un projet? Alors ça, Anne, peut-être que tu seras plus à même de répondre à cette question. Alors, j'allais plutôt dire que c'était Hugo ou Damien, mais qui sera Alors, plus eh bien, on laisse la spécifique que parole à moi, je Hugo pense. Alors. Aujourd'hui, le but, c'est que plus on prend, plus vous allez réaliser votre devis en amont, mieux ça sera. Vous êtes en APS, APD, c'est l'idéal. Pourquoi vous allez pouvoir engager tous les acteurs autour de la table à aller chercher une certification. On peut aller chercher une certification avec un Pro DCE, mais attention, des modifications ne pourront pas vous permettre peut-être d'atteindre les bons niveaux. Donc, plus on prend en amont la demande, mieux elle sera. Merci pour ce retour. Nous avons également une question qui va être à destination d'Angélique, il me semble, enfin plutôt une remarque. Il semblerait que ça ressemble à l'éco-PTZ. Alors, l'éco-PTZ est au niveau national, est une attribution d'aide au niveau national. Il y a forcément des liens. D'ailleurs, on a imaginé à un moment donné qu'il y aurait même plus de liens et d'harmonie entre les différentes aides que vous pouvez trouver au national et le label. Ça n'a pas fonctionné sur tous les points, il faut quand même être objectif. Mais effectivement, oui, il y a des liens. Une autre question également, y a-t-il des durées maximum entre les étapes? Non, pas d'identifié, non. Question suivante, un label est-il attribué à la fin de chaque étape? Ou bien, comment est prouvée la réalisation de toutes les étapes en fin de chantier pour le certificateur? Non, c'est vraiment, là, pour le moment, c'est vraiment 2 niveaux de label. Un label où vous faites la rénovation globale, donc tous les travaux, ou bien vous décidez d'être sur de la rénovation par étape et la certification va être délivrée à la fin de la première étape de travaux. Mais dans les outils qui vont permettre les livrables pour cette certification, vous allez avoir un document qui va planifier l'ensemble des travaux. Donc l'audit va vous servir à faire cette planification des travaux en question et c'est ça qui va vous permettre de prouver qu'il y a une planification en 2 voire 3 étapes de travaux. Mais ensuite, c'est uniquement à réception de la première étape qu'il y a la certification. On vous demande pas, on vous suit pas ensuite pour aller jusqu'à la dernière étape, finalement. On espère puisque tout sera déjà fléché. Alors la question suivante, quels sont les systèmes de chauffage interdits à l'installation ou à la conservation? Alors pour caricaturer, alors peut-être qu'il faut que je précise quand même qu'on est en train d'établir un guide de bonne lecture de l'arrêté et de nos règles techniques, qu'il n'est pas encore diffusé, parce qu'on a tout un processus aussi de mise en page, puis de validation, y compris par la DHUP pour ce sujet-là. Mais ça va vous éclairer à mon avis sur un certain nombre d'éléments, de rédaction aussi de l'arrêté par exemple, et de nos règles techniques, mais je pense que nos règles techniques sont limpides, ou presque, j'espère. Donc ça va pouvoir vous aider sur un certain nombre de sujets. Pour caricaturer, le fioul est complètement exclu, vous n'avez pas le droit de le conserver. Et ensuite, il y a sur des systèmes de chauffage gaz, il y a des particularités, on va dire. C'est-à-dire que le chaudière gaz classique ne sera plus accepté pour l'installation. Donc vous pourrez la conserver, mais il n'y a pas d'installation possible. Et par contre, en termes d'installation de système avec du gaz, il faudra que ce soit typiquement des chaudières gaz hybrides qui vont combiner le gaz avec un système de pompe à chaleur et où le gaz ne va pas représenter plus de 30% de l'approvisionnement pour le chauffage.
Donc voilà, c'est des petites spécificités comme ça. Mais clairement, tout ce qui est fuel est exclu. Donc vous n'avez même pas le droit de le conserver. Gaz, possibilité de conserver, mais si c'est pour de l'installation, que certains systèmes, mais là, il faudra regarder plus précisément. Ça Parfait, caricature merci un beaucoup. peu, mais ça permet peut-être de clarifier. Une autre personne demande, de quelle manière il est possible d'obtenir des détails sur la manière d'étudier les 7 postes de travaux? Alors là, je pense que, du coup, je vais parler au nom de l'administration puisque c'est dans l'arrêté. J'imagine que, il considère votre bonne foi pour l'étude de l'ensemble de ces travaux et pour trouver les meilleures solutions pour le projet en question. Mais il n'y a pas ensuite, comme, je pense que peut-être que vous pensiez à cette idée, d'études en approvisionnement ou des choses comme ça qui pourraient être, sur du coup l'étude des postes, il n'y a pas ce genre d'éléments. Très bien. Nous avons également une question concernant, UBAT. Alors, est-ce qu'il s'agit bien du UBAT ou bien du RTEX? Il s'agit bien du UBAT qui va être intégré au calcul du DPE. Donc qui est pas aujourd'hui encore dans vos sorties DPE, mais les éditeurs de logiciels savent déjà qu'il y a une intégration à faire qui est programmée. Donc ce sera le UBAT du DPE, donc vous l'aurez, de la méthode DPE, pardon, donc vous l'aurez directement dans les DPE et les audits. Alors, la question suivante, un nombre minimum d'actions de travaux est-il demandé au cas où le bâtiment de base soit déjà performant et ne nécessite qu'une seule action pour atteindre l'étiquette B? Alors, il n'y a pas un nombre minimum lorsqu'on est sur de la rénovation globale. Lorsque vous êtes sur de la rénovation par étapes, il y a cette histoire d'avoir au moins la ventilation et 2 post-travaux. Maintenant, il faut quand même répondre à l'ensemble des exigences de l'arrêté qui ne sont pas uniquement l'atteinte de la classe A ou B. Il y a toutes les autres exigences aussi, auxquelles il faut répondre. Donc là, ça va dépendre des projets. D'expérience quand même, dans l'observatoire, il y a quand même un certain nombre de travaux, qui doivent être traités pour réussir à atteindre les performances, requises dans la définition, en tout cas, qu'on avait jusqu'à présent, du BBC. Puisque vu que la définition vient de changer, on n'a pas encore, bien évidemment, de retour, à présenter. Très bien. Alors, il y a également une question qui rejoint le UBAT, et si j'interprète bien la question, où est-ce qu'il y a un UBAT dans la méthode 3CL? Eh ben, il arrive, c'est ce que je disais. Donc je sais qu'il n'est pas encore là, mais du coup, il est prévu, depuis qu'il a été, indiqué, dans l'arrêté et il arrive. Très bien. Alors ensuite, question suivante, en cas de projet soumis à ABF, y a-t-il des dérogations possibles pour les protections solaires extérieures? Non, pas de dérogation, mais la question, me permet de vous dire plusieurs choses. C'est que dans l'arrêté, pardon, il est demandé aux organismes certificateurs d'identifier les projets qui sont, qui ont des reconnaissances officielles de leurs caractéristiques patrimoniales et ça me permet aussi de vous dire que nous, on continue les travaux, sur, le côté Finergie Patrimoine. On a déjà fait une expérimentation et où on continue de travailler sur ce sujet pour, là, être en lien avec le nouvel arrêté, typiquement, mais proposer des solutions pour les bâtiments à caractéristiques patrimoniales. Ce n'est pas encore disponible. Mais donc la réponse, initiale à la question est non, il n'y a pas de dérogation. Très bien. Alors ensuite, nous avons une question concernant l'arrêté. Donc l'arrêté précise, que, pour les baies, la notion doit être inférieure à 1,3 de manière stricte, alors que dans l'infographie, on précisait que c'était inférieur ou égal. Donc quel Tout est, à l'élément fait. à choisir? Tout à fait et c'est un élément qu'on a dû clarifier avec la DHUP et donc le inférieur ou égal, sera validé et le guide va notamment préciser ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi qu'il met un peu de temps à arriver parce qu'il y a cette notion du strict effectivement pour les baies, il y a aussi d'autres questions qu'on s'est posées en fait à la rédaction, du guide et ça va permettre de clarifier peut-être ces petits flous, qui peuvent encore subsister. Donc il y a une Donc ce question sera également bien sur inférieur ou le égal. Pardon, et oui. donc pour la perméabilité des réseaux d'air, c'est la même chose? Perméabilité à l'air, c'est dans nos règles techniques pour les réseaux aérauliques. Donc là, est-ce que c'est sur les réseaux? Parce que c'est des C'était sur classes sur les réseaux? l'arrêté également, en fait. C'était une question sur l'arrêté également. Donc Alors sur le fait que ce soit strict ou inférieur ou égal. il y a pas de notion de strict, donc c'est peut-être pour le OK. Q4, mais dans ce cas-là, c'est inférieur ou égal
Et il n'y a Ok. pas de notion stricte sur les réseaux. L'arrêté dit vous devez avoir une ventilation générale et permanente. Nous précisons dans les règles techniques Effinergie qu'il y a des contrôles et mesures à faire sur quel que soit le système mis en place ou existant d'ailleurs et conservé pour répondre aux exigences. Très bien. Alors, question suivante concernant l'isolation des réseaux de chauffage et ECS, s'applique-t-elle également aux réseaux verticaux circulants en gaine thermique logement, dans l'emprise du logement? Globalement, elle s'applique à toutes les gaines qui vont être situées dans des espaces où elles ne sont c'est pas chauffé et où on va avoir de la déperdition finalement, donc en fonction de ce qu'on a en ECS ou en chauffage. Bien évidemment que ça va être compliqué de vous demander l'impossible s'il y a des gaines qui ne sont pas accessibles, mais maintenant en général, il y a quand même des possibilités. Après, à voir en fonction des travaux. L'idée, c'est de réussir à réduire au maximum les problèmes de déperdition thermique que l'on peut avoir sur les gaines. Ça fait un gisement d'économie d'énergie qui peut être quand même important et des conforts aussi pour l'usager, une notion de confort pour l'usager qui peut être aussi pertinente d'étudier. Merci. Donc, concernant la question suivante, dans l'ancienne version, le fichier XML de l'étude THCUX est demandé. Dans le cas du DPE, quel document est attendu? Un DPE collectif selon trame officielle ou un rapport avec étiquette DPE mentionné, avec XML du DPE ou pas? Alors, ce qui va prouver l'atteinte des étiquettes, ça va être votre DPE et ou votre audit, parce que ça va dépendre de ce que vous faites, la rénovation globale ou par étape. Si vous êtes en rénovation par étape, vous allez faire un audit, mais en fonction de ce que vous faites vraiment comme travaux, il faut qu'à réception, vous arriviez à justifier, en fonction des éléments que vous mettez en place, que vous atteignez bien l'étiquette. Donc là, Damien pourra me corriger, mais il va falloir que vous ayez un DPE ou un audit qui correspond à ce que vous faites concrètement sur le chantier. Et donc ça, c'est pour l'étiquette énergétique. En complément, on va vous demander un certain nombre d'autres choses, donc qui font ou pas partie des sorties logicielles, à vrai dire. Par exemple, pour les ponts thermiques, s'il y a des ponts thermiques structurels ou des choses comme ça, il faudra les justifier, par un autre biais. Donc ça peut être un document, que vous établissez, justifiant le calcul, la prise en compte des ponts thermiques structurels dans vos parois, parce qu'il n'y a pas de sortie logicielle dédiée à ça, par exemple. Je ne sais pas si Très bien. c'est suffisant comme réponse? Nous avons ensuite des questions concernant le commissionnement. Plusieurs questions, on va essayer de les regrouper et de répondre de manière plus générale. Donc de revenir sur le commissionnement et notamment, du point de vue des attendus, de la durée et qui en a la charge? Alors, le commissionnement est un vaste sujet qu'on aimerait d'ailleurs étoffer, à vrai dire, qui peut regrouper quand même plusieurs points. Il y a tout ce qui est sujet de mise en service, mais il y a aussi le réglage des équipements et ensuite leur maintenance. Dans l'immédiat, on alerte donc d'une façon pédagogique sur le fait qu'il faut mettre en place une procédure de commissionnement. Donc on laisse assez libre finalement cette notion-là, y compris sur les personnes en charge ou les éléments à mettre en place. Par contre, dans un premier temps, ce qu'on a acté, c'est qu'il fallait les rapports de mise en service. Alors je crois qu'on a dit des équipements concourant à l'efficacité énergétique. Donc typiquement le chauffage, le processus qui va faire l'eau chaude sanitaire, des choses comme ça. Il faut les rapports de mise en service. Donc c'est des éléments qui, normalement, doivent déjà être établis et on demande à ce que l'organisme certificateur puisse les référencer pour s'assurer qu'ils ont bien été établis. Très bien. Nous avons ensuite une, question donc pour le label BBC première étape, y a-t-il une obligation in fine d'être labellisé BBC Rénovation Globale? Non, il n'y a pas d'obligation. Très bien. Ensuite, question suivante, une évolution des exigences sur la gestion des aspects carbone des matériaux, des déchets BTP et de la gestion de l'eau sera-t-elle prévue à moyen terme? À moyen terme, non, je ne pense pas, puisque ça n'a pas été prévu là et vous avez vu le temps pour, modifier un arrêté, en tout cas le temps entre 2 arrêtés définissant le BBC. On a une prise en considération du carbone, mais sur le volet exploitation dans l'immédiat, ce qui est déjà une avancée pour le côté, rénovation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore de prise en considération de ce volet carbone sur les éléments, que l'on utilise dans la phase chantier. Il y a un certain nombre d'études, de projets, de structures qui se penchent sur le sujet. Donc à voir aussi au niveau d'Effinergie ce qu'on en fait au fur et à mesure que les éléments peuvent apparaître.
Et pour le moment, non, il n'y a pas ces éléments, effectivement. Très bien. Ensuite, nous avons une personne qui souhaite une confirmation. Alors, je m'excuse à l'avance si j'écorche le terme, mais le Q4P à surf en non résidentiel est demandé inférieur à 1,5 et donc plus exigeant que ce même Q4 par défaut en neuf, donc inférieur à 1,7. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Nous sommes bien d'accord, sachant que le Q4 par défaut demandé dans le 9 n'est pas associé à une obligation de mesure. C'est une valeur par défaut que vous avez la possibilité d'utiliser dans l'étude thermique. Si vous utilisez une valeur plus basse qui valorise du coup les calculs thermiques, là il faut le mesurer. Nous, on a pris le parti de mettre ce 1,5 qui n'est pas sorti du chapeau, hein. Tous les éléments que l'on met en place sont réfléchis avec des experts qui nous entourent et avec le retour d'expérience qu'on peut avoir, notamment via l'Observatoire BBC, mais également en ce qui concerne la perméabilité à l'air, via Cineol, qui est le syndicat des mesureurs. Très bien. Avec qui on échange, qui est membre d'ailleurs, Effinergie. Nous avons ensuite une question concernant le lien entre le label BBC Effinergie et RGE Qualibat. Eh ben, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de lien direct. Je réfléchis. Peut-être que c'est en lien avec le fait qu'il faut faire un DPE ou un audit que la question a été posée. Et donc effectivement, là-dessus, peut-être que ça me permet quand même de vous dire que sur l'audit, le DPE, il est bon de demander l'expertise de personnes qui sont qualifiées et qui sont assurées pour faire des prescriptions de travaux, parce que ça paraît essentiel, mais ce n'est pas rédigé, parce qu'on n'a pas eu le droit de le rédiger. Donc on s'est adossé aux exigences nationales sur les personnes qui peuvent réaliser le DPE ou l'audit, mais c'est quand même un point d'alerte qu'on se permet de vous faire. Très bien. Une confirmation également, la méthode 3CL n'est donc que pour le logement. Tout à fait. Uniquement en résidentiel, maison individuelle et logement collectif. Ce qui, quand même, il faut le préciser, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, ne vous permet pas de déroger à la réglementation dans l'existant. C'est-à-dire que si le projet est soumis à la RT globale, avec un calcul réglementaire qui est sur la THCEX, il devra le réaliser et réaliser en complément le calcul 3CL DPE pour l'atteinte du label. Ce n'est pas une équivalence, en fait. De répondre au 3CL nous permettrait de répondre à la RT globale. Ce n'est pas le cas, hein. Donc, il y a un calcul réglementaire et il y a le 3CL qui est demandé pour le label. Les deux seront demandés. Alors, en lien avec ce sujet, donc, nous devons faire 2 études thermiques, une pour la conformité réglementaire sur la base des règles THCEX et une pour le label sur la base des règles 3CL 2021. À quand une uniformité des règles de calcul? Est-il prévu à terme d'utiliser la méthode 3CL pour le tertiaire? Alors, pour le tertiaire, on n'en est pas encore là, je dirais. C'est un sujet qui va s'ouvrir. Le pronostic de travail était que nous travaillons sur le résidentiel avec la DHUP. Une fois que ce sujet est finalisé, on peut ouvrir le sujet du non résidentiel, qui n'est pas encore officiellement ouvert, mais qui devrait l'être sous peu. Donc DPE dans le tertiaire, je ne crois pas que ce soit prévu tout de suite. Mais il est vrai qu'il y a cette notion d'harmonisation des calculs qui traîne depuis quelques années, presque 3 ans maintenant. Ça s'oriente vers la 3CL DPE pour le résidentiel, mais la RT existante, le texte de la RT existant n'a pas été modifié. Donc c'est pour ça que vous avez encore le calcul réglementaire qui est demandé et un calcul complémentaire pour le label. Mais c'est sûr que d'un point de vue également pratique, il serait bien d'harmoniser les choses et que vous n'ayez pas une dizaine de calculs complémentaires à faire. On en a bien conscience. Une question un petit peu plus générique. Avez-vous comparé les nouvelles exigences avec les anciennes? Est-il plus contraignant? Alors, on avait comparé déjà avant la sortie du DPE pour voir comment les bâtiments BBC, BBC Rénovation, BBC Effinergie Rénovation, se situaient dans la nouvelle étiquette DPE. Donc, simplement en modifiant la surface de référence, les coefficients pour l'énergie, des choses comme ça, pour voir un petit peu comment on se situait. Sur la valeur énergétique, qui est donc les classes DPE, ça peut être effectivement plus exigeant aussi parce qu'il n'y a plus cette notion de zone climatique, d'altitude ou peu, qui apparaissent dans le calcul. Donc tout le monde est à la même consommation qui est demandée pour l'étiquette B et c'est un peu plus délicat pour certains bâtiments que pour d'autres.
forcément. Donc sur cette notion d'étiquette, oui, effectivement, il y a des différences qui se manifestent. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a quand même repris un certain nombre d'exigences qui existaient déjà chez nous, certaines qu'on a pu intégrer dans l'arrêté directement et d'autres qui sont dans nos règles techniques. Il y a des éléments complémentaires, comme sur les systèmes de chauffage, qui là viennent plutôt de travaux qui sont faits au niveau de l'Europe et que la DHUP a souhaité intégrer dans ce texte-là comme une anticipation de ce qui va arriver. Donc c'est différent, c'est difficile de comparer, des choses parce qu'il y a quand même des calculs qui sont clairement différents. Ça nous pose des questions, hein, aujourd'hui, hein, sur des bâtiments effectivement qui sont BBC, mais avec une autre méthode de calcul, qui se retrouve à appliquer un calcul DPE, mais en fait, c'est difficilement complètement comparable, simplement comparable. Très bien, parfait. Alors j'ai une question suivante. En tant que MAR, comment intégrer un projet BBC dans les scénarios? Alors, vous avez la possibilité dans les audits d'avoir d'avoir un scénario avec plusieurs étapes. Donc ça va se passer notamment comme ça. Et en complément, notamment pour le BBC première étape, on avait travaillé sur le BBC première étape, nous, dans le cadre d'un appel à projet cofinancé par l'ADEME, sur lequel on travaille, notamment avec Pouget Consultants. On avait développé un outil BBC par étape, qui est un outil accessible en ligne. Et en fait, en lien avec ça, on fait ce qu'on appelle une API, donc un module qui va venir, qui va se lier au logiciel existant pour vous permettre de sortir, une sortie d'audit vraiment dédiée au BBC par étape, et notamment la première étape de travaux pour vérifier les exigences de l'arrêté et voir où on en est par rapport à ça. Donc on est en contact avec les éditeurs de logiciels. Il y a une version, qui, se finalise, une notice qui est en train de se finaliser pour cette API, pour que les, éditeurs puissent faire le lien entre, leur logiciel et puis cette API. Donc pour vous aider sur ces sujets-là et avoir des éléments, assez rapidement. Très bien, parfait. Donc nous avons encore pas mal de questions techniques. J'ai quelques questions également. Alors là, peut-être que Hugo sera plus en mesure d'y répondre. Nous sommes en train de travailler sur nos marges locales 2024. Quel est l'intérêt d'intégrer la certification dans nos tableaux de majoration de loyer pour les bailleurs sociaux? Très bonne question. C'est bon, Le ça? fait d'intégrer donc les marges de loyer dans vos marges donc locales permet d'avoir donc un tiers indépendant qui valide la qualité du bâtiment, la qualité énergétique et surtout une qualité pour l'occupant in fine. J'ai également une autre question. Donc la certification permet-elle d'obtenir des subventions? Si oui, lesquelles? Alors, on revient sur la même question un petit peu. On va avoir plusieurs types de subventions. On va avoir des subventions qui vont être allouées par des territoires, par des départements, par des métropoles, ou j'ai vu passer dans le fil des questions par la ville de Paris aussi, où nous avons un profil spécifique. Euh, le but, donc, c'est d'aller chercher soit des majorations de loyer, soit des subventions, mais tout dépend du territoire où se situe l'opération. Je vois qu'il y a également une question, tant qu'on est sur la ville de Paris. La circulaire de la ville de Paris fait référence au HPE et au BBC selon leur version précédente, avant 2024. La circulaire n'ayant pas été mise à jour, continue-t-on jusqu'à nouvel ordre d'appliquer le BBC 2021? Alors, comme l'a dit Angélique au tout début de ce webinaire, euh, toute demande de certification à partir du 1er janvier 2024 doit obligatoirement passer sous la nouvelle mouture du BBC Effinergie Rénovation 2024. Donc, si votre projet, si vous avez déjà fait la demande de certification avant le 31 décembre 2023, dans ce cas-là, vous restez sur cette mouture-là. Si votre projet n'a pas encore eu de contractualisation, dans ce cas-là, il faudra passer sur le BBC Rénovation 2024. Alors, j'ai également une question sur le référentiel. Donc, dans le référentiel prestataire pour le résidentiel, existe-t-il des critères de certification supplémentaires par rapport au référentiel Effinergie? Donc, si oui, quels sont-ils? Alors, il y a eu aussi cette question sur la rénovation, que ce soit sur le logement neuf, logement rénovation, tertiaire neuf, tertiaire rénovation, sur nos 4 labels, il faudra toujours atteindre un profil environnemental. Ce profil environnemental pour le logement neuf va être de 145 points. Donc, si je vais chercher le label RE 2020 de chez Effinergie, il faudra que mon profil environnemental soit au-delà des 145 points.
Et si je suis sur du logement rénovation, en fonction de ma rénovation, si c'est une rénovation dite lourde ou légère au niveau thermique, il faudra atteindre 60 points, 62 points. On ne change pas l'attribution de nos certifications. Je vois également une question. Est-ce que le client reçoit des subventions lorsqu'il est labellisé BBC Rénovation? Tout dépend du territoire. Il y a des territoires où ils ont mis en place justement pour une rénovation de qualité des subventions et d'autres qui n'ont pas mis des subventions en place. J'ai une question également concernant les étapes de la certification chez Prestataire. Oui. Alors, en tant que certificateur accrédité par le COFRAC, chaque certificateur a le même processus de certification où nous allons avoir donc une contractualisation, une attestation de prise en charge. Ensuite, nous allons vous demander l'ensemble des documents pour réaliser l'évaluation en phase conception. Si votre opération valide la phase conception, on vous remettra une attestation provisoire et vous basculerez sur la phase exécution ou en fin de phase exécution, une fois que toutes les non-conformités et tous documents seront reçus, on vous délivrera la certification définitive. J'ai également alors j'ai pas mal de questions techniques également. Je ne suis pas certaine qu'on arrive à répondre à l'intégralité des questions, donc à l'avance, nous nous excusons et nous ferons un retour, détaillé sur ces éléments, sous forme de questions et réponses qui vous seront transmises après, mais on va essayer de répondre à un maximum de questions. Cette question va plus s'adresser à Angélique. Alors, hop, je retrouve celle-ci. Hop. Faut-il fournir un plan d'interface si nous répondons au BBC global et non par étapes? Oui, vous l'avez aussi, oui. Plan de gestion des interfaces. Parce qu'en fait, que vous fassiez de la rénovation globale ou par étape, vous avez ou des interfaces ou des interactions. Donc il y a une distinction entre les deux, mais l'idée est de les identifier et de pouvoir les gérer au mieux. C'est aussi des notions liées à de la pédagogie pour vous aider à aller plus loin finalement et à s'approcher du projet parfait. Ensuite, quel est le lien avec le décret d'octobre 2023 et la certification? Que change le fait qu'il est un arrêté? Je n'ai pas tout à fait saisi. C'est l'arrêté du 3 octobre 2023 et le lien avec la certification, c'est ça? L'arrêté décrit que le label doit être, donné par un organisme certificateur qui a signé une convention avec l'État pour ce faire et donc chacun des organismes certificateurs qui peut délivrer le label BBC, Effinergie Rénovation a une convention avec l'État et une convention avec Effinergie pour la délivrance du label. Je suis pas sûre que je ne sais pas si c'était vraiment ça la question ou? Je pense que c'était ça la question. La seule, l'arrêté met en place les choses, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'arrêté a mis une date butoir pour l'ancienne version et la nouvelle version. C'est ce qu'il faut Oui. retenir. Ensuite, un logement peut-il être BBC Effinergie sur du chauffage gaz à compter du 1er janvier 2024 en démontrant qu'aucune autre alternative d'énergie n'est possible? Il n'y a pas de dérogation à cette notion, d'interdiction d'installer ou de conserver des systèmes de chauffage. Donc il faut trouver des solutions. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai pas parlé des réseaux de chaleur qui sont aussi identifiés et lorsque vous êtes sur un périmètre de réseau de chaleur, il faut s'y raccorder. Donc il faut aller voir un peu plus précisément dans le texte exactement les possibilités offertes en fonction du projet en question. Il n'y a pas de dérogation imaginée. Je me permets de rebondir sur les dérogations. La seule dérogation qui est possible, c'est sur les zones en rue. Si vous êtes sur une zone en rue et que votre opération a reçu un avis favorable en comité d'engagement, dans ce cas-là, nous pouvons certifier le niveau BBC Rénovation 2009. Mais il faut que votre opération soit favorable avant ça. Et qu'il soit passé en commission en rue avant le 31 décembre 2023 et que vous fassiez la demande de certification courant de cette année 2024. Même si vous avez un passage en commission en rue avant, donc jusqu'à la fin 2023, si vous faites une demande en 2025 pour la certification, ce sera plus possible. Ça octroie une possibilité d'attestation de niveau qui est possible cette année, quand vous faites les demandes cette année, pour les zones en rue, effectivement.
La question suivante concerne le chauffage urbain. Pourquoi avez-vous indiqué que le chauffage urbain n'était pas vertueux? La nouvelle certification pénalise-t-elle ce mode de production de chaleur? Sur beaucoup de rénovations thermiques du parc de logements sociaux, le CU est privilégié à ce jour. Tout à fait. Donc, tout à l'heure, j'ai précisé que certains réseaux de chaleur, je dis bien certains, pas tous, sont carbonés. J'ai pris l'exemple du CPCU qui, aujourd'hui, était très carboné. Mais certains réseaux de chaleur, au contraire, sont très peu carbonés. Donc, je vous invite, il y a un arrêté réglementaire qui existe et qui est défini pour tous les réseaux de chaleur, leur contenu carbone et leur pourcentage d'utilisation d'énergie renouvelable. Donc en lien, quid des pompes à chaleur hybride fuel, et des pompes à chaleur hybrides, et voilà, CPCU. Alors, les pompes à chaleur hybrides fuel, je ne connais pas encore cette technologie personnellement. Je n'ai vu aucune mise en œuvre. Par contre, effectivement, comme Angélique l'a dit lors de sa présentation, il existe des différents systèmes hybrides qui peuvent tout à fait répondre aux exigences de l'arrêté Direct Technique Énergie et qui peuvent permettre d'atteindre l'étiquette AB si on est en BBC ou C si on est sur la première étape. Il n'y a pas de restriction particulière. Je vais prendre une dernière question. Je vois que le temps passe, il est maintenant midi, donc je vais prendre une dernière question. Donc ce qu'on vous propose effectivement, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre en direct dans un support dédié. Mais donc une dernière question. Lorsque nous réalisons une étude thermique sur les maisons accolées, nous pouvons considérer une seule et même étude lorsqu'il y a mitoyenneté entre maisons de plus de 15 mètres carrés. Le nouveau calcul doit être mené en 3 CL. Doit-on rester sur le même principe ou doit-on mener une étude par maison? Euh, Pour moi, les deux sont envisageables. Vous aurez toujours la possibilité soit d'effectuer le calcul maison par maison, ou bien, comme on l'a dit tout à l'heure, comme vous l'avez dit, pardon, on peut très bien avoir une étude thermique globale. Parfait. Bien, écoutez, je vous remets à disposition immédiatement dans le chat un lien vers un formulaire que nous vous invitons à compléter. Alors, si jamais vous avez une question vraiment spécifique, n'hésitez pas à la poser dedans et nous vous répondrons par email. Vous avez également la possibilité de faire une demande de rendez-vous personnalisé, soit un rapide rappel par téléphone, soit une présentation plus détaillée en visioconférence. N'hésitez pas à utiliser ce lien et nous reviendrons vers vous, que ce soit l'équipe Effinergie ou l'équipe prestataire, pour répondre à l'ensemble de vos interrogations. Concernant toutes les questions qui n'ont pas pu être répondues, et nous en sommes vraiment désolés, mais il y a eu vraiment beaucoup de participants et beaucoup de questions, nous reviendrons vers vous donc au travers d'un message que nous ferons parvenir avec les réponses à ces questions, également le replay de ce webinaire, comme vous l'indiquez au préalable, et tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin pour mettre en œuvre vos projets sur les prochains mois. Nous vous remercions infiniment. Je remercie également donc les participants et les intervenants qui nous ont apporté des informations extrêmement riches. Nous espérons que ces informations vous seront utiles pour mener à bien vos projets et nous restons à votre disposition pour tous vos projets à venir dans le cadre de vos projets de certification. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée. À très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.